Irrédente. Donc, réinstallez-vous, on va reprendre la table ronde suivante. Donc, merci à toutes et tous. Vous aurez l'opportunité de continuer à échanger après cette deuxième table ronde. Et donc, pour ce deuxième temps d'échange, enfin cette deuxième table ronde, troisième temps d'échange, on vous propose de s'interroger sur la perte de sens et de temps pour les forces de l'ordre que peuvent être ou pas les contrôles d'identité. On est plutôt sur l'idée que oui, mais on va en discuter avec nos deux intervenants. Donc Sébastien Rocher qui est politique directeur de recherche au CNRS, co-auteur du rapport Déontologie et relations police-population, les attitudes des gendarmes et des policiers, qui est un rapport qui a été commandé par la défenseure des droits et également auteur de La Nation inachevée, la jeunesse face à la police et l'école. Et puis Christophe Corel qui est ancien officier de police judiciaire et président de l'Agora des citoyens police et justice. Donc on va vous demander, vous proposer l'un et l'autre de faire une présentation liminaire et puis ensuite qu'on puisse avoir, comme tout à l'heure, un petit échange avec la salle. Et je vais proposer d'abord à Sébastien Rocher de nous présenter cette étude que vous avez menée pour la défenseure des droits et sur laquelle, je dois dire, je me suis beaucoup appuyée pour le travail, pour préparer cette proposition de loi. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc je crois merci pour l'invitation et pour l'opportunité d'échanger, de discuter sur ce thème extrêmement difficile. Donc c'est un thème qui est tellement difficile que le coût politique pour toute personnalité publique ou parti politique qui voudrait s'engager à en traiter est quasiment exorbitant. Et ça, c'est un frein majeur, c'est que imaginons un ministre de l'Intérieur un peu différent de celui que nous avons actuellement, qui déciderait de s'attaquer à cette question. Pour lui, ça deviendrait la question centrale, à l'exclusion de toutes les autres, qui devraient être traitées tellement elle est techniquement, juridiquement et culturellement complexe. Et tellement les remèdes qu'on pourrait imaginer sont dans la tête de personne au ministère de l'Intérieur. Alors, je crois que les deux mots, le sens et l'efficacité, c'est vraiment une bonne façon de regarder la question. Pour le dire d'une phrase, du côté, alors je suis pas l'interprète en fait du ministère de l'Intérieur, mais bon, je suis les différents ministres successifs et les prises de position. Du côté du ministère de l'Intérieur, historiquement, la position qui est toujours valide aujourd'hui, c'est les contrôles d'identité sont efficaces et sont non discriminatoires. Ça, c'est la ligne de défense bétonnée, c'est la ligne Maginot du ministère de l'Intérieur qui se craquelle un petit peu, mais qui est toujours en place. Et c'est elle qui structure, qu'organise l'ensemble des déclarations publiques qui sont prises par l'ensemble des responsables, soit les directeurs des 3 polices nationales en France, la préfecture de police étant une des polices, et des ministres et du directeur adjoint de cabinet. Voilà. Alors, techniquement, les contrôles, c'est 3 choses. C'est les cibles, donc c'est la probabilité d'être contrôlé en fonction de différentes caractéristiques. Donc ça a déjà été amplement discuté, j'y reviens pas. Deuxièmement, c'est la modalité de déroulement du contrôle, et ça a été aussi déroulé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir discrimination dans le ciblage, il peut y avoir discrimination dans les modalités de déroulement du contrôle, et c'est l'issue du contrôle, ce qui est produit par le contrôle, notamment d'être emmené jusqu'au poste de police, et puis même si ça s'arrête là, qui est une 3e dimension. Et il peut y avoir en fait un traitement inégalitaire à chacune des 3 phases. Donc, encore une fois, le contrôle, c'est pas juste le ciblage, c'est l'ensemble des mesures qui vont être prises par les agents de police à l'occasion du contrôle.
je regarde d'abord la question de l'efficacité, et puis après j'irai sur celle de la signification, qui est encore probablement plus compliquée. Ce qui est frappant, bon, ça a déjà été indiqué ce matin, c'est que voilà, la Cour des comptes dit il y a 47 millions de contrôles, mais surtout il dit on ne sait pas. On dit à peu près 47 millions. C'est-à-dire que l'organe d'enquête en France qui a le plus de pouvoir est pas en capacité d'estimer avec précision le nombre de contrôles réalisés. Ça veut dire qu'on a un problème, mais énorme, de redevabilité de la police. On peut pas interroger les agents, les directions départementales, les services centraux, les directions... On ne peut pas les interroger, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas construit de système pour être redevables à la population. Et ça, c'est pas la décision de l'agent qui est sur le terrain et qui décide de contrôler. Ça, c'est la décision d'un ensemble de responsables politiques, et pas juste le dernier ministre de l'Intérieur, de ne pas construire de système qui permettent la redevabilité de la police en démocratie. C'est quand même pas rien. La pratique des contrôles, je dirais, c'est d'abord c'est un rituel. Ça a été aussi expliqué. C'est un rituel qui a différentes fonctions d'affirmation de la domination d'un agent sur un territoire, sur d'autres groupes. Et c'est un rituel qu'on répète et dont on va toujours pouvoir dire qu'à un moment donné, il est efficace. Parce que c'est un petit peu comme le fait de danser autour du feu dans les tribus primitives pour faire pleuvoir. C'est-à-dire que si on danse suffisamment longtemps, il va finir par pleuvoir. Donc, la preuve de l'efficacité du contrôle, c'est qu'à un moment donné, on trouve quelque chose d'irrégulier. La preuve de l'efficacité de la danse autour du feu, c'est qu'il finit par pleuvoir. Donc, on est dans une approche complètement irrationnelle du point de vue de la rationalité instrumentale, c'est-à-dire le fait de déployer des moyens qui permettent efficacement d'obtenir des fins. Ces fins, c'est la sécurité. Donc là, on est complètement en dehors d'une discussion rationnelle, puisqu'on ne compte pas et on aime cette pratique. Quand je dis on aime, c'est pas qu'on les aime individuellement, c'est que l'organisation a l'habitude, et les habitudes administratives, bon, vous en savez tous quelque chose, c'est extrêmement structurant des pratiques individuelles. Ces pratiques, ils sont, c'est vrai, déclenchées par les agents. Alors, Fabien l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, sous l'autorité du procureur dans un certain nombre de cas, mais il faut pas oublier qu'ils sont aussi demandés par la population. C'est-à-dire qu'une partie des contrôles trouve un moteur dans la population elle-même qui réclame une intervention policière. Ce qui encore complexifie encore la capacité qu'on aurait à modifier ces pratiques. Alors je dis pas ça pour dire qu'on peut rien faire, hein, pas du tout, mais simplement pour expliquer peut-être la profondeur et la difficulté de cette situation. La manière, la banalité du contrôle, elle a été aussi dite dans la table ronde précédente. Il aurait dû avoir qu'une seule table ronde, je crois, en fait, tout a été dit. C'est « on fait notre travail ». Et ça, c'est une phrase extrêmement intéressante que vous allez retrouver dans les prises de parole, souvent des représentants des organisations syndicales majoritaires. En fait, c'est une banalisation. Comme si ce qu'on faisait, c'est ce qu'on devait faire, qu'on pouvait pas faire autrement. Alors que un des enseignements de la sociologie de la police depuis sa fondation il y a plus d'une 60aine d'années, c'est précisément ce que nous on appelle ça s'appelle pas comme ça, mais l'autonomie des policiers, la discrétion policière, voilà, le terme ne revenait pas, on appelle ça la discrétion dans la littérature spécialisée, ça veut dire l'autonomie de l'agent pour décider de ce qu'il doit faire. Même quand il est mandaté par le procureur, c'est lui qui choisit qui va contrôler. Si l'ensemble des personnes qui sont dans la zone ou le périmètre où le procureur a donné autorisation de contrôler quiconque indépendamment de son comportement, c'est lui qui va choisir. Donc ça, c'est une autonomie énorme. Alors, le policier n'est pas le seul agent public avec de l'autonomie, hein, dans le travail social, l'allocation des aides, etc. Il y a de l'autonomie. Mais cette autonomie-là, elle est extrêmement, évidemment, complexe à réguler. Du point de vue systémique, ce qui est intéressant, c'est l'absence, donc c'est cette ligne de défense Maginot du ministère de l'Intérieur qui dit bon, tout va bien, et à partir de là, c'est très compliqué pour le ministère d'autoriser la production de statistiques ou de documents qui pourraient éventuellement montrer le contraire. Et à tel point qu'on a des instruments, par exemple le SSMSI, le service statistique du ministère de l'Intérieur, fait une énorme enquête de victimisation. Bon. À la demande des directeurs généraux,
qui est complètement inséparable des préférences du ministre de l'Intérieur dans le système français. Il n'est pas possible d'exploiter ces enquêtes sur la base des circonscriptions de police et des zones de gendarmerie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rapprocher les données qui sont produites sur ce qui se passe en matière de sécurité de ce que font les agents. C'est-à-dire que le ministère ne veut pas qu'on puisse étudier la relation qui existe entre l'action des personnels de police et de gendarmerie et les résultats. C'est quand même intéressant. J'allais dire extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire, c'est pas le seul pays dans lequel ça se produit. Mais c'est quand même intéressant. Donc, on a des instruments et on a une enquête qui porte sur les contrôles policiers, qui est quasi pas exploitée. C'est le volet, il y a un volet police de l'enquête de victimation par les SSMSI qui est quasiment pas exploité. Bon. Donc, il y a ce peu d'inclinaison à vouloir documenter un sujet sur lequel je pense on aurait besoin d'avoir un certain nombre d'éléments techniques qui permettent ensuite de positionner des propositions politiques et administratives. Toujours sur la question de l'efficacité, donc en France, on n'a aucune étude qui montre quoi que ce soit. On a juste quelques études qui montrent des nombres. Mais en termes d'efficacité, on n'a aucune étude. La seule qui avait été faite partiellement par l'IGPN avait été de tester, en gros, l'usage des contrôles et de voir dans quel pourcentage de cas il y avait détection de quelque chose, en tout cas, qui motivait d'emmener la personne jusqu'au commissariat pour prolonger les interrogations. Bon. Le hit rate, c'est 5%. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que 95% des gens contrôlés font une expérience qui va être subie, puisque c'est pas eux qui l'ont choisi, et vont faire l'objet d'un traitement qui va être plus ou moins agréable, on va dire. Mais l'essentiel des contrôlés, en fait, sont pas des personnes qui contreviennent à quoi que ce soit aux yeux même des policiers. C'est une enquête interne de l'IGPN sur les pratiques de la police. Et on trouve à peu près pareil, ou à peu près la même chose en faisant les différentes enquêtes. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est plutôt sur les jeunes. Et même en contrôlant l'activité délinquante des jeunes, on voit que l'essentiel des contrôles porte sur ceux qui sont auteurs d'aucune infraction. Alors vous me direz, c'est normal, hein, c'est normal qu'on ne trouve pas à tous les coups. Mais la question, c'est l'extrême limitation dans le pourcentage de hit rate, de détection positive. Parce que c'est sûr qu'une police efficace, c'est une police qui trouve dans plus de cas possibles, pas dans le moins de cas possibles. J'entre sur la question du sens. Je pense qu'il y a 3 niveaux de sens. Il y a un niveau de sens ministériel, j'en ai un petit peu parlé, un niveau de sens pour les agents, qui était l'objet de l'enquête d'EPOP qu'on a faite avec le CESDIP, et puis l'effet du sens, le sens du contrôle pour les contrôlés. Donc je pense qu'il y a 3 niveaux de sens. Bon. Alors le niveau de sens ministériel, je vous l'ai dit, c'est le contrôle est un non-problème. Il n'y a pas de problème avec le contrôle. Alors ce premier élément, il est complété par un second qui est de dire on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est aussi ce qui a été dit dans la première table ronde. Bon, désolé. Hein. Donc, on peut pas faire autrement que de contrôler les Noirs et les Arabes si on veut être efficace. C'est une proposition. Bon, que j'ai entendu de la bouche même des ministres. Bon, je peux pas les citer nominativement parce que j'avais pas de mandat pour les enregistrer, mais enfin, bon, c'est une croyance partagée que, en fait, comme on fait pas d'omelette sans casser les œufs, bah, c'est sûr qu'on casse des œufs, mais en fait, on a quand même de l'omelette. L'omelette, c'est la sécurité. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait des comparaisons, et notamment les comparaisons franco-allemandes, Fabien les a citées tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est que en Allemagne, nous en tout cas dans l'enquête qu'on a faite, on a un léger surcontrôle apparent des minorités d'origine turque en Allemagne par rapport au groupe majoritaire. Et quand on contrôle les comportements des adolescents, on n'a même plus cet effet. Mais en France, on a un effet qui est de l'ordre de 3,5 fois plus lorsqu'on appartient au groupe minoritaire principal par rapport au groupe majoritaire, et surtout
on a en volume, parce que ça c'est des écarts relatifs entre des sous-groupes, si vous voulez, excusez-moi, hein, et en volume total, il y a 4 fois plus de contrôle sur les jeunes des minorités en France qu'en Allemagne. Donc on a un effet de surciblage, qui c'est pas qu'il n'existe pas ailleurs. En France, sa particularité, c'est son caractère excessif, c'est un mot normatif, mais exagéré aussi, important. Voilà. Et en termes de brutalité des contacts, alors les jeunes d'ailleurs décrivent qu'ils sont parfois à l'origine des brutalités qui interviennent. On est par rapport à l'Allemagne dans un facteur de 2 à 3, avec l'ensemble des pratiques, et notamment ce qui a été dit sur les fouilles approfondies qui peuvent avoir lieu, qui sont plus fréquentes en France qu'en Allemagne. Voilà. Donc on a ce non-problème d'un côté pouvoir public, et on a d'un autre côté des études, plutôt la perception qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il y a un certain nombre de documents qui ont été produits par les pouvoirs publics qui montrent que, disons que cette ligne Maginot, elle se craquelle. Alors, elle est loin de s'effondrer, mais elle se craquelle. C'est vrai que le rapport Vigouroux-Roussel, par exemple, de 2021, bon, le ministre de l'Intérieur avait oublié de le rendre public ensuite, mais bon, ça peut arriver. Hein. Il parle de graves manquements. Il parle pas juste à un moment donné de certains incidents. Donc, il y a des débuts de reconnaissance par des rapports commandés par le ministère de l'Intérieur. Je parle pas des rapports d'Amnesty International, des Nations Unies, etc. Ce qui est intéressant, c'est la conscience. La conscience, c'est un grand mot, mais disons l'observation des dysfonctionnements dans des documents internes. Parce que la question, c'est l'intériorisation par la forteresse de l'intérieur des problèmes qui se produisent en dehors de la forteresse. C'est ça le grand enjeu, à mon avis. Voilà. On a l'avis de la CNCDH, on a aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur le Conseil d'État. Donc il y a quand même des éléments qui sont pas décisifs, tant s'en faut, mais on a quand même des petites lignes de fêlure dans la ligne Maginot. Je pense qu'il faut les regarder aussi de manière positive. Alors c'est des lignes sur lesquelles il faut s'accrocher, c'est des infractuosités rocheuses sur lesquelles il faut s'accrocher pour monter, mais c'est quelque chose qui existe. Et c'est vrai que on a parlé de la politique de contrôle, on ne sait pas bien l'estimer. Donc nous, dans l'enquête d'EPOP là pour le défenseur des droits, mais qui a été faite avec le concours de la police nationale et de la gendarmerie nationale, avec les autorisations qui permettaient d'accéder aux agents et d'échantillonner. Hein. Et je dois dire, c'est Gérald Darmanin qui a débloqué le dossier après 5 ans. Bon, la précédente enquête qu'on a faite, c'était Nicolas Sarkozy qui l'avait débloqué. Pour ça, c'est toujours un petit peu intéressant de voir les complexités de l'administration et de la politique. C'est jamais, c'est jamais aussi monolithique qu'on pense. Mais ce qu'on voit dans cette étude, c'est que quand on a demandé aux agents si on leur demandait des volumes de contrôle préétablis, donc d'atteindre des cibles comme dans les entreprises, combien vous avez vendu de chaudières, etc. Eh ben, on a une grande partie, à peu près la moitié des agents qui nous confirment, y compris les agents administratifs. Donc pour les agents qui sont sur le terrain, c'est probablement supérieur. On a la moitié des agents, police et gendarmerie confondus, qui nous disent oui, on a des objectifs numériques. On doit atteindre des cibles numériques. Et on en a, par contre, que 14% qui disent qu'il y a des formes formelles, c'est-à-dire des instructions qui se traduisent formellement, et il y a eu un certain nombre de fuites de ces instructions dans le Canard enchaîné, par exemple, hein, mais l'essentiel, les 37 autres %, qui nous amènent à 51%, ils nous disent c'est informel. On demande informellement d'atteindre ces objectifs en nombre de contrôles. Donc en fait, la bonne police, c'est une police qui fait beaucoup. Et je crois que c'est vraiment le problème principal qu'on a en France. On n'a pas de notion de qualité de la police, à part en police judiciaire, où là, il y a des éléments différents qui entrent en compte, mais en police sécurité publique, on n'a pas de notion de qualité, on a juste une notion de quantité. Une bonne police, c'est beaucoup d'agents qui font beaucoup de sorties et beaucoup de contrôles. Et on n'imagine aucune organisation, aucune société commerciale qui dirait notre but c'est de faire juste beaucoup de voitures, mais on veut pas savoir si elles sont bien ou mauvaises, bonnes ou mauvaises. Donc il y a vraiment une question de qualité de la police qui est un élément non ouvert du débat qui s'applique parfaitement au contrôle. Je vous fais une petite anecdote. Quand on a rendu public les résultats de l'enquête franco-allemande, on avait été associé, on l'avait fait en association avec la police de l'Isère et du Rhône. Et donc, j'ai directeur départemental
de la sécurité publique à l'époque. Il nous avait invités à venir présenter les résultats devant tous ces cadres qui avaient rassemblés dans un grand amphi à Lyon. Bon, c'est la deuxième circonscription de police, la police de Lyon, donc vraiment, c'est une grosse circonscription. Hein. Et on avait présenté ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les contrôles en France versus les contrôles en Allemagne. On voit que les Allemands discriminent moins. Il faut un usage plus modéré du contrôle. Et donc, la conclusion du directeur central, qui était très sympa par ailleurs, il dit on voit bien que la police française est meilleure. Alors que nous, on avait essayé d'objectiver qu'il y avait un certain nombre d'inconvénients, etc. Mais pour dire la difficulté culturelle d'engager le dialogue avec une organisation qui n'a pas l'habitude de penser dans les termes qui sont ceux du Conseil de l'Europe, des Nations Unies, des organisations de défense des droits, etc. C'est aussi, je vais rebondir sur ce que disait Fabien, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Et si vous faites différemment, après vous êtes un peu un traître dans votre organisation. Comme si moi je choisissais de faire de la recherche complètement différemment, les collègues ils me disent mais qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est un peu ce qui se passe, je pense. Alors, sur les, j'ai pas pris mon chronomètre en route, c'est bon, une erreur d'amateur, mais il faut m'arrêter. Donc, vous m'arrêtez. Sur les agents. Donc, dans l'étude d'EPOP, on a été de regarder effectivement ce que pensaient les agents. C'est intéressant parce qu'il n'y avait pas eu en France d'études police et gendarmerie avec le même questionnaire jusqu'à présent. Donc, nous, on ne dit pas que notre étude est parfaite. Et le secrétariat général du ministère de l'Intérieur dit qu'elle est vraiment nulle. Mais bon, on dit, bah voilà, avec votre coopération, voilà ce à quoi on est arrivé. C'est une première étude, il faudrait qu'il y en ait d'autres. C'est pas l'alpha et l'oméga. Voilà, c'est un élément d'information à verser. Bon, ce qui est intéressant par rapport au contrôle d'identité chez les policiers et les gendarmes, c'est que l'efficacité perçue du contrôle, elle est dominante, c'est-à-dire que les agents, ils voient effectivement le contrôle comme quelque chose d'efficace dans un peu moins des 2/3, 59%. Bon, c'est pas trop ce que c'est 59%, mais en gros, voilà, entre 50 et entre la moitié et les 2/3. Ils disent oui, ça reste un outil. Donc l'appréciation, c'est pas juste une appréciation des chefs dans les bureaux place Beauvau, c'est aussi les agents qui pensent que c'est quelque chose d'utile. Donc ça, si on veut changer les pratiques, il faut absolument s'intéresser à ce que pensent les agents. On ne peut pas faire une pratique contre les policiers. Bon, vous le savez, mais je le dis quand même. Bon. Et après, ce qui est plus frappant dans l'enquête d'EPOP, c'est la négation au niveau des agents eux-mêmes de la discrimination. Pas de tous, parce que c'est jamais monolithique. La police est comme le CNRS ou comme je sais pas n'importe quel corps, il y a de l'hétérogénéité. Bon, mais 85% des agents disent qu'il n'y a pas de problème de discrimination avec les contrôles. Donc ça, je pense, c'est aussi une information très importante. Quand on va s'engager dans quelque chose qui est de soulever la question de la discrimination, c'est pas juste le ministre de l'Intérieur, donc on est en face de soi qui dit il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 largement partagé. Donc en termes de sens, si on peut questionner l'efficacité, donc là c'est 60-40, donc vous voyez c'est pas complètement tranché, les agents, mais dans tous les cas c'est pas discriminatoire. Donc je pense que c'est deux objets qu'on peut essayer de regarder séparément. Le dernier point là pour l'enquête d'EPOP, c'est le caractère, c'est le contrôle de la police elle-même, y compris lorsqu'elle contrôle. Donc c'est le contrôle du contrôle. Bon. Et c'est vrai que, c'est vrai, en tout cas c'est une proposition, c'est ce qui caractérise les polices démocratiques, ce qui les sépare des polices des régimes autoritaires, c'est pas la couleur de l'uniforme, tous bleus, c'est pas le fait de porter une arme, porte partout une arme à part dans les îles britanniques, en Islande et puis en Norvège pour l'Europe, puis en Nouvelle-Zélande. C'est pas ça. C'est pas les pouvoirs qui leur sont confiés. Ce qui sépare la démocratie des régimes autoritaires, c'est les mécanismes de contrôle et de redevabilité. C'est les mécanismes par lesquels on peut interroger ce que font les agents et ce que décident les chefs. Bon. Or, un élément essentiel du progrès de la redevabilité, en gros, c'est l'adhésion du corps concerné par le contrôle à l'idée du contrôle. C'est ça le grand enjeu. Et c'est ce qu'on voit dans les résultats de l'enquête d'EPOP, c'est que les contrôles internes sont estimés largement incompétents et injustes par une très grande partie, plus de la moitié des agents pensent que, en gros, les contrôles qui existent aujourd'hui, ils sont mauvais. C'est pas comme ça qu'on devrait être contrôlé. Donc, il y a un rejet, c'est associé à un rejet de culpabilité.
même quand on est identifié comme fautif par les organes de contrôle, en fait, on n'a pas fait de faute. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également au Canada. Et la deuxième chose, c'est l'écart entre les cadres de la police et de la gendarmerie. C'est une chose intéressante qu'on voit dans l'enquête. C'est que les cadres de la gendarmerie sont beaucoup plus appropriés les notions. C'est ce qu'on voit dans une enquête quantitative. Hein. Quantitative, on a des beaux chiffres, mais c'est un peu rustre parfois. Hein. C'est la question de l'appropriation de la question de l'éthique. Et donc de la reconnaissance de la crédibilité du contrôleur. Si l'éthique, c'est une vraie question, alors les gardiens de l'éthique sont légitimes. Et ce qu'on voit, c'est le gros écart, il est entre les cadres de la police et les cadres de la gendarmerie. Les cadres de la police sont beaucoup plus en retrait que les cadres de la gendarmerie sur la crédibilité, cette fois, du contrôle externe. Quel contrôle auquel on reconnaît le plus d'impartialité. Plein de problèmes par ailleurs, mais on reconnaît le plus d'impartialité. Donc, on a cet écart police-gendarmerie qui est surtout sur le haut de l'encadrement. C'est moins vrai sur les agents, gardiens de la paix versus gendarmes de base. Donc là, moi, quand je vois ça et quand je discute avec des responsables de l'IGPN qui me disent on n'arrive plus à trouver de personnes pour venir travailler à l'IGPN, je fais une connexion entre les résultats de l'enquête de Depop et le fait que l'IGPN trouve pas de candidats pour venir contrôler les policiers. C'est-à-dire que le contrôle est perçu comme beaucoup plus illégitime dans la police que dans la gendarmerie. Alors, et c'est pas pour blâmer juste les agents ou tel, c'est un processus dans lequel à un moment donné on prend une photo, voilà ce qu'on voit. Et je pense que voilà, on est au cœur de de la difficulté. Et je finis par quelques mots sur les contrôlés. Bon, ça a déjà été dit aussi tout à l'heure, mais bon. Et notamment par Slim, c'est la question de la manière dont l'État, à travers le fonctionnement de l'administration, construit ce qu'il appelle la République et la nation. Bon, c'est un peu des gros mots, hein, c'est pas trop ce que ça veut dire, hein, faut dire la vérité. Bon, mais ce qu'on voit, c'est que partout, les États, ils cherchent à construire la nation qui leur convient. Bon, il y a un sociologue allemand un peu connu, Max Weber, qui appelait ça le peuple d'État. C'est-à-dire que l'État, il va construire sa propre représentation de la nation. C'est-à-dire que la nation, c'est une chose. La représentation de la nation, bah, c'est comme une photo de la nation, et c'est pas l'original, si vous voulez. Donc même dans les lieux qui représentent la nation, c'est pas la nation qui se trouve, c'est des gens qui la représentent. Et l'État, par l'administration, il va essayer de produire cette nation. C'est l'ambition à l'école, de fabriquer des bons citoyens en leur apprenant ce qui se passe au Sénat ou bien à la Cour des comptes et ailleurs. Bon. Mais il y a la loi qui fixe les limites. Par exemple, est-ce que les Juifs peuvent être français? Bon, bah, avant la Révolution française, c'est non. D'accord? Donc, on a une définition par la loi. Et ensuite, on a une définition de ce que c'est que la collectivité politique par les pratiques administratives. C'est-à-dire que le fondement de l'autorité qu'on reconnaît, que la population reconnaît au pouvoir politique, hein, le fondement des bases de la République au sens de la légitimité, c'est la reconnaissance par les citoyens, ça commence jeune, de la valeur des institutions. Le jour où on dit le vote n'a plus d'importance, bah, Donald Trump, il dit j'ai été volé. Le jour où on ne reconnaît plus la valeur des institutions, il peut plus y avoir de système collectif. Un peu quand même ce qu'on voit autour de nous. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'en matière de croyance dans la République, les jeunes sont affectés profondément par les pratiques policières. Pas uniquement, aussi par les pratiques à l'école, mais là on parle de la police. Donc ce qu'on voit, voilà, c'est que l'accumulation de tout ce qui a été dit dans la première table ronde, hein, des expériences émotionnelles négatives, en fait, détruisent le sens d'appartenance à un collectif politique. Et c'est aussi pour ça qu'il est juste de s'interroger sur les pratiques policières, pas juste pour la qualité des relations police-population, mais pour l'idée même qu'il puisse y avoir une collectivité politique qui est reconnue comme légitime par les jeunes citoyens, ceux qui se préparent à devenir des citoyens. Merci. Alors, Jérôme Durin a dû s'absenter parce qu'il a une autre réunion, mais il va revenir après. Je salue l'arrivée de Paul Christophe, qui est député et qui reprendra ensuite ce travail, prendra la suite de ce travail à l'Assemblée nationale. Et donc,
qui va aussi rester avec nous pour le reste de la journée. Christophe Correl, je sais que vous êtes contre l'instauration du récépissé. En tout cas, vous avez des réserves sur ce dispositif. Donc, je voulais vous interroger sur votre position par rapport à ces contrôles d'identité et la question du récépissé, et plus largement ce que vous pensez de l'état actuel de la police, la relation police-population, et ce qui serait pour vous peut-être de meilleures pistes d'amélioration. Merci de m'avoir convié à cette réunion. Juste une précision, c'est pas que je suis contre de principe, j'ai pas d'opposition de principe. Juste, j'essaye de me positionner sur le pragmatisme, c'est qu'est-ce qui est faisable sur le terrain en fait. Je suis policier, vous l'avez dit, j'ai été policier pendant plus de 20 ans, je suis aujourd'hui détaché au ministère de la Justice, donc j'ai un regard un petit peu différent qui m'a justement permis de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Et justement, c'est là-dessus que j'ai écrit un livre sur la police nationale, sur toutes les problématiques que rencontre la police nationale, et notamment les contrôles d'identité, les relations avec les jeunes, etc. Rapidement, pour me présenter, donc effectivement, je vous ai dit, je suis policier, et il y a de cela maintenant 8 ans, j'ai créé avec d'autres personnes une association qui s'appelle l'Agora des citoyens de la police et de la justice, et qui a la vocation justement de travailler sur les représentations et de créer des espaces de dialogue. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mme Brossel, il n'y a plus d'espace de dialogue avec la police, c'est une réalité. Et l'autre réalité, c'est que les seuls espaces de dialogue des policiers sur le terrain, ce sont effectivement les contrôles d'identité, malheureusement. Aujourd'hui, on va pas se mentir, l'association, elle vivote, mais pourquoi ? Parce qu'on a peu de policiers, en fait. On est souvent contacté par des associations, on a travaillé avec des associations de Paris, on a travaillé avec des associations dans l'Essonne, on continue toujours à le faire quand on le peut, mais c'est une réalité aujourd'hui, c'est que pour engager un dialogue, les associations nous demandent des policiers. Donc moi, j'y vais, je suis un petit peu quand même beaucoup moins sur le terrain, et en tout cas ça remonte à un certain temps, donc je suis forcément de moins en moins crédible et de moins en moins au fait de ce qui s'y passe. Donc l'objectif pour nous, ce serait quand même d'avoir des policiers de terrain. Et c'est une difficulté qu'on a de les recruter pour plusieurs raisons. D'abord parce que, on va pas se mentir, être policier aujourd'hui est quand même très complexe. Vous faites un métier qui est, au-delà de vos heures de travail, on parle de la police constamment, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information. Donc c'est difficile de trouver des policiers qui veulent encore s'investir sur leur temps libre. Ça, c'est une réalité aussi. Ensuite, je crois que aussi, fondamentalement, on a des policiers qui sont pas convaincus par la nécessité d'entamer ce dialogue. Ça, c'est une raison. Et on a aussi, il faut le dire, un manque de volonté institutionnelle que d'instaurer ces dialogues. Et les policiers se positionnent très souvent pour nous dire mais si je viens avec vous, si je vais avec vous sur une action, le problème que je vais avoir, c'est que je manque à mon devoir de réserve. Ce que j'essaie de leur expliquer, moi, c'est que on est quand même quelques-uns, on est moins d'une dizaine, mais à chaque fois qu'on a une parole, qu'on essaye d'être un petit peu équilibré, de justifier, de ne pas monter dans des excès dans un sens ou dans l'autre, a priori, le ministère de l'Intérieur ne va pas non plus nous chercher des poux. En tout cas, moi, depuis tout ce temps que je fais ça, je n'ai jamais eu de difficulté avec l'IGPN, avec quoi que ce soit, avec cette nuance tout de même que mon détachement me permet aussi de jouer un petit peu sur cette corde-là, et c'est une réalité aussi. Alors le constat aujourd'hui que vous faites, effectivement, c'est cette difficulté qu'on a entre les jeunes et les policiers, et avec un sujet qui est, ça a été souligné, on ne peut plus complexe, et à mon sens assez inextricable. Parce qu'on a aujourd'hui, quels sont les obstacles, si vous voulez, qu'on a à cette évolution ? Les obstacles, c'est déjà la radicalité, l'absence de nuance qu'on peut avoir sur certains discours. On a ceux qui nous disent d'un côté tout est tout pourri, y compris politiquement, donc des discours populistes qui sont clairement anti-police, et ces discours-là alimentent la haine d'un côté et le repli des policiers sur eux-mêmes, et de l'autre côté, on a un discours qui est souvent quand même celui du ministère de l'Intérieur, on va pas se mentir, qui dit que tout va bien, qu'il n'y a aucune difficulté. Et ça, ce discours-là, lui, alimente l'incompréhension, et ce sont les jeunes, du coup, qui se replient sur eux-mêmes. Et donc, je crois qu'on a vraiment ce besoin de trouver un juste milieu, un consensus, pour faire améliorer les choses et pour convaincre. Je crois qu'il est capital de pouvoir travailler avec les policiers. On n'arrivera pas à avancer sur ces sujets-là si ça ne se fait pas avec les policiers.
Vous évoquiez tout à l'heure le syndicalisme qui est, à mon sens, en tout cas en partie, un problème dans la police. Je pense à un syndicat bien particulier, pour ne pas le nommer Alliance. Je me suis moi-même exprimé publiquement pour dire que ce syndicat était un problème dans la police, donc j'ai aucune difficulté à le répéter devant vous aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut essayer de construire avec... Il n'y a pas que Alliance, en fait. Il y a d'autres syndicats, et je crois qu'il faut absolument établir les bases d'un dialogue. C'est difficile. Les autres syndicats aussi ont parfois leur radicalité, notamment médiatique. Je le vois, ça me crispe aussi. Je crois qu'on peut trouver vraiment des équilibres, et surtout, on ne fera rien sans ce dialogue-là. On ne fera rien sans travailler avec les policiers, en essayant de les convaincre. Peut-être pas tous, mais en essayant de les convaincre. Je crois que c'est absolument nécessaire. Globalement, il faut quand même se rappeler une chose. Les policiers, globalement, pas globalement, tous d'ailleurs, agissent, ou en tout cas pensent agir pour le bien commun. C'est une nuance que je fais parce que dans la réalité, c'est pas forcément toujours le cas. Mais il faut le reconnaître, certains se perdent. Est-ce qu'il y a du racisme dans la police? Oui. Est-ce qu'il y a de la discrimination? Oui. J'ai pas de difficulté à le dire ça. Mais globalement, qu'est-ce qui construit ces théories chez les policiers? Moi, je crois surtout que c'est le temps passé dans certains services. On ne peut pas ressortir indemne du temps passé, de 10 ans passés sur des territoires qui sont très compliqués. Juste ma petite expérience à moi, j'ai fait 6 ans en sécurité publique en début de ma carrière. J'étais à Asnières-sur-Seine, donc une circonscription un petit peu moyenne où on a des secteurs qui sont un peu bourgeois, d'autres un petit peu plus difficiles avec des quartiers populaires. Et moi-même, je venais de province, donc ça on peut en parler aussi, sur d'où viennent les policiers, comment ils sont formés, etc. Je suis arrivé dans ce commissariat, je connaissais absolument rien à la police, rien à la région parisienne, ce sont des sujets aussi. Et j'arrive là-dedans et j'ai fait cette analyse un petit peu plus tard, beaucoup plus tardivement. Je me suis senti un petit peu glissé. Pas pour dire que j'étais devenu raciste, mais où j'avais ce sentiment de me dire, effectivement, on contrôle des jeunes, ils viennent des quartiers populaires, c'est normal, c'est comme ça. Et je dis pas que je contrôlais plus des Noirs ou des personnes nord-africaines, des choses comme ça, juste plutôt que de dire par rapport à une couleur de peau, mais plutôt par rapport à un critère social. Potentiellement, ce qui vient d'un quartier populaire, c'était potentiellement délinquant. Donc moi, je fais un petit peu cette nuance-là. Ensuite, on peut parler des problématiques de formation dans la police, c'est une réalité. On a une formation initiale qui est bien trop courte, et encore, elle est revenue à un niveau qu'elle avait perdu pendant 1 ou 2 années, ce qui était quand même très inquiétant. Donc les policiers de la police nationale, aujourd'hui, les policiers sont formés sur 12 mois, les gardiens de la paix. On avait ramené cette formation à 10 mois, sachant que sur les 12 mois, on a à peu près 4 ou 5 mois de stage dans les services. Donc une formation qui est bien trop courte. Le contenu de la formation, on peut en parler aussi. Je crois qu'il nous faut vraiment passer plus de temps sur la formation, sur la sociologie, sur l'histoire de la police. C'est important quand même de connaître l'histoire de la police pour des policiers. C'est important aussi de connaître l'histoire des quartiers populaires policiers. Tout ça sont des choses qui ne sont absolument pas enseignées. Un autre sujet qui n'est pas celui qu'on traite aujourd'hui, mais le fonctionnement de la justice. Combien de policiers vous avez dit, qui disent que la justice est laxiste? La réalité, c'est qu'on ne la connaît pas suffisamment, en fait. Et encore une fois, c'est pas de leur fait, vous le disiez bien à Sébastien Rocher, c'est vraiment la notion d'autorité qui veut ça. C'est les autorités qui ne veulent pas qu'on soit suffisamment formé là-dessus. Et du coup, ça crée beaucoup de crispation chez les policiers. Et puis donc, je vous le dis, on a effectivement un problème je vous l'ai dit un petit peu, une absence de volonté institutionnelle de changer les choses. Pourquoi? Parce qu'on a une époque qui s'y prête peu, on a, à mon sens, un problème sociétal, qui n'est pas qu'en France d'ailleurs, mais où on a, je pense, une perte d'autorité. Je ne parle pas seulement celle du policier, on peut parler du chauffeur de bus, du maître d'école. Ce sont des problématiques qu'on rencontre. On a, et moi je le vois dans un tout petit village dans lequel j'habite, où les gens voient arriver des incivilités qu'ils ne voyaient pas avant, et notre incapacité à répondre à ces incivilités. Et tout ça, ça génère une espèce de sentiment d'insécurité, et les policiers, de façon générale, se veulent, pas dire des oraux, mais en tout cas veulent agir là-dessus, et le contrôle d'identité est un de ces instruments. Et puis institutionnellement, on a aussi cette crainte que, et vous l'avez dit, Sébastien Rocher, c'est que pour n'importe quelle autorité qui déciderait de parler de cette problématique-là,
ce serait vraiment vécu comme une défiance par les policiers et par certains syndicats populistes. Et donc, je crois vraiment, encore une fois, en cette nécessité de dialogue avec les autres syndicats. Côté, rapidement, pour parler des enquêtes d'opinion, et c'est assez paradoxal, j'ai repris 2 chiffres. On avait effectivement en 2023 une enquête d'opinion qui disait que que les citoyens avaient une confiance dans la police qui est à peu près de 44%, en tout cas un sentiment positif qui n'était pas loin de 60%. Et aujourd'hui, on est à peu près à 71% de cette satisfaction. Et les institutions se disent, et tout le monde, et les policiers aussi, se disent, écoutez, 71%, c'est bien. D'ailleurs, regardez, c'est bien mieux que la justice, qui est à 30%, à 50%, que la presse, qui a une cote de confiance encore bien inférieure. Sauf qu'ils oublient de se dire qu'effectivement, ces 29% qui restent, ce sont quand même 18 millions de personnes. Et on se refuse à travailler sur ce sujet-là. On refuse de se dire qu'il faut aller chercher ces 18 millions de personnes. Comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre ces personnes-là de l'action de la police? Alors, vous avez des policiers ou des autorités qui vous disent, je l'ai entendu d'un directeur quand même, qui disent que, en fait, ceux qui n'ont pas confiance à la police, ce sont des gauchistes, c'est l'extrême gauche, ou alors ce sont des délinquants. 18 millions, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Hein. Bon. C'est ça. Voilà. Donc, côté police, on a de façon générale une difficulté à aborder ce qui est négatif. Je vais prendre un exemple très récent. Il y a quelques semaines de cela, je suis contacté par une préfecture qui souhaite lancer un programme de lutte contre toutes les formes de violence sur le département. Et donc, on me propose d'assister à une réunion avec une association avec laquelle on est en partenariat sur ce département-là. Donc, c'est toute forme de violence. Ça veut dire les violences sexistes, ça veut dire les violences à la maison, ça veut dire les violences, toutes les formes de violence. Et cette personne-là évoque les violences policières, ou en tout cas les problématiques entre les jeunes et la police. Et pour ce programme-là, elle souhaitait avoir des associations, mais elle souhaitait aussi avoir recours au commissariat local. Très bien, moi je dis ok, on peut participer à la réunion, on peut échanger, on peut avancer sur ce sujet. Et elle me rappelle un petit peu embêté, 15 jours plus tard, en me disant écoutez, je suis un petit peu gêné là parce que en fait, le commissariat, quand je les ai contactés, quand ils ont vu le sujet qu'on voulait aborder sur la police, ils ont vu le mot violence, et ils ont dit ça va pas être possible. Donc on voit bien là la difficulté qu'on a effectivement dès qu'on a une autorité en face de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en fait, le refus qu'ont ces autorités-là d'aborder le sujet. Le conseil que je lui ai donné moi, qui malheureusement est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas c'est celui que j'ai trouvé le plus pertinent, c'est de se dire cette année, oubliez cette thématique-là, allez sur les autres, créez un partenariat, et une fois que vous aurez créé de la confiance, à ce moment-là, vous pourrez venir sur cette thématique-là, et à ce moment-là, on arrivera. Parce que je crois fondamentalement, nous, l'association, notre raison d'exister, on ne devrait pas exister en fait. La réalité, elle est là en fait. C'est que c'est pas à nous, sur notre temps libre, ce serait pas à nous de devoir aller discuter avec les jeunes. Ça devrait être le rôle de chaque commissariat d'avoir des policiers, voire les policiers, qui vont aller discuter avec les jeunes. Et ça ne se fait pas. Les seuls espaces de dialogue qu'on peut avoir localement, très souvent, voire la plupart du temps, c'est le commissaire de police qui se déplace, parce qu'on est sûr qu'il va avoir une parole un petit peu neutre, qui va être plutôt bienveillant, qui va essayer de trouver des équilibres. Et moi, je crois fondamentalement que c'est l'inverse qu'on doit faire. En fait, ce sont les policiers de terrain qui doivent aller à ces rencontres. Donc, globalement, ce qu'on fait, nous, en ce moment, sur notre activité associative, on va régulièrement, on va en tout cas dans les collèges et on va à la rencontre des classes de 3e. J'y suis allé, moi, il y a encore 3 semaines de ça, et j'étais étonné parce que j'ai entendu à la précédente table ronde des gens qui disaient qu'on a beaucoup de jeunes, très jeunes, qui sont contrôlés. Et la première question qu'on posait effectivement à ces jeunes de 3e, donc, c'est de savoir si eux, ils avaient fait l'objet d'un contrôle d'identité. Et ils étaient très, très peu à avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité en 3e. Alors qu'on était sur un secteur sur un secteur populaire, donc avec toutes les représentations qu'on peut avoir d'un quartier, etc. Donc, mais en tout cas, très, très peu. Ce qu'on fait, nous, avec l'association, et en partenariat avec une autre association qui sert un petit peu qui essaie de trouver les équilibres, c'est déjà d'écouter les jeunes. Parce que ça, c'est fondamental, c'est écouter. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de la police? Qu'est-ce qu'ils en connaissent? Quelles sont leurs expériences? Et ça, on ne le fait pas assez. Et moi, ce que je retiens, c'est que, je vous le dis, on essaye toujours d'avoir un policier qui est présent.
Et moi, je retiens, c'est un jeune policier qui travaille sur un quartier parisien et qui était présent ce jour-là et qui travaille sur un secteur difficile quand même. Et puis qui me dit, il était intervenu, je crois qu'il a fait 2 jours d'affilée sur ce collège-là. Et il me rappelle le soir, il me dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand même. J'ai pu discuter avec ces jeunes et revenir un petit peu à des choses basiques, les écouter, les entendre sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec des policiers, bah, ça me fait réfléchir. Et moi, je trouve ça, là, on a réussi à faire quelque chose. Là, effectivement, on a réussi à créer un espace de dialogue. Ça ne va pas changer tout, c'est pas révolutionnaire, c'est pas comme ça que tout va se régler, que voilà. Mais en tout cas, on a réussi à créer quelque chose. Et je crois que fondamentalement, quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'espace de dialogue, bah ça doit perdurer en dehors de toute notion administrative hiérarchique. Et ça, pour l'instant, c'est compliqué. On n'arrive à le faire qu'avec certains jeunes, certains policiers qui sont malheureusement déjà un peu convaincus par la cause, si je puis dire, cette nécessité de dialogue. Donc moi, je crois que c'est l'inverse, en fait. Moi, je rêverais, je crois que ça a été évoqué il y a quelques mois, je rêverais qu'on puisse dire, pour un policier qui fait une faute dans un commissariat, une faute, somme toute, légère, ou en tout cas, on devrait pouvoir lui dire, mais à ce moment-là, tu vas faire un stage avec une association citoyenne pendant quelques jours, et tu vas justement aller échanger avec ces jeunes. Ça devrait être quelque part une peine, entre guillemets, pour un premier niveau de peine, en tout cas, qui pourrait voir le jour. Pour l'instant, je crois que c'est encore compliqué à entendre. Sur le texte proposé, j'y reviens rapidement pour l'avoir lu un petit peu. J'ai posé justement, là j'ai exposé votre texte à ce policier et qui me fait état de quelques réflexions. Ce sont les siennes et je trouve qu'elles sont assez, en tout cas c'est des questions qu'on peut se poser. Il me dit, un récépissé de contrôle, si vous êtes à Brive avec des effectifs de police qui font un contrôle de temps en temps, bon, très peu de changements, il n'y a pas de difficulté. Mais il me dit, si maintenant, et c'est ce qui nous arrive sur des secteurs un peu plus compliqués, on est amené à contrôler plusieurs personnes, 5, 6 personnes ensemble. Le risque du récépissé, qui va prendre un petit peu de temps quand même, hein, c'est une réalité, hein, c'est d'avoir une situation qui s'envenime, potentiellement un petit peu plus, puisque plus on va passer de temps ensemble, potentiellement plus on a des chances que ça s'envenime, soit avec les jeunes, soit avec des gens qui sont à côté, qui vont venir vouloir s'en mêler. C'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, il me dit aussi, il me fait cette réflexion en me disant que sur les contrôles d'identité, un certain nombre de ces contrôles d'identité, en fait, reposent sur une base légale, c'est celle d'une infraction. Mais une infraction, ça peut être n'importe quel type d'infraction, mais qui, in fine, n'est pas retenue. Elle n'est pas retenue parce que sur cette notion de discernement qu'ils ont, ils estiment de ne veulent pas aller plus loin, dresser la contravention, pour des raisons qui les regardent, hein, mais en tout cas, ils ne veulent pas le faire. Et le risque, il me dit, c'est que certains policiers, du coup, s'ils doivent justifier des contrôles d'identité avec donc un récépissé, c'est qu'ils systématisent le fait de la contravention. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc, et du coup, l'effet de bord, selon lui, le risque, c'est qu'il y ait beaucoup moins de discernement de la part des policiers, en tout cas dans le fait de dresser ou pas la contravention. Voilà ce que je veux dire là-dessus. Ah oui, la question que je me pose aussi, c'est le récépissé, il est fait sur la base d'une identité déclarée, d'une pièce d'identité. Sur quelle base il va être fait? C'est une question que je pose pour le coup, hein, je n'ai pas la réponse. Et ensuite, la question que je me pose, c'est sur certains secteurs, certains quartiers, où on a des populations qui sont majoritairement nord-africaines ou africaines. Des policiers qui vont contrôler, donc qui vont faire un certain nombre de contrôles. Qu'est-ce que ça va dire d'eux? Est-ce que ça va dire que parce qu'il a contrôlé une dizaine de personnes noires ou nord-africaines, est-ce qu'on va dire tout de suite qu'il est raciste parce qu'il a contrôlé aisément que des personnes racisées, alors que potentiellement dans ce quartier-là, la grande majorité des habitants le sont? C'est des questions en fait qu'on va pouvoir se poser en fait, et à mon avis qui se poseront les policiers. Ensuite, une question que je me posais aussi. Vous parliez effectivement potentiellement que ce récépissé se fasse par téléphone, par SMS ou je sais pas. Ça pourrait être une forme que ça pourrait prendre en tout cas. Ça peut poser des problèmes. Est-ce que c'est envoyé un récépissé qui est envoyé aux parents? Est-ce que c'est aux jeunes? Est-ce que c'est
Est-ce qu'il va garder ce même numéro de téléphone tout le temps? Enfin, quelle traçabilité on va avoir là-dessus, en fait? C'est ça la question que je me pose. Après, bon, il y a des questions d'infrastructure, de data center, mais ça, à la limite, à mon avis, c'est un peu un détail. Juste pour vous dire les propositions qu'on avait faites au niveau de l'association, puisqu'on avait participé à l'époque au Beauvau de la sécurité, c'était surtout de mettre l'accent sur la formation. À mon sens, le recrutement et la formation sont des enjeux primordiaux. Je vous l'ai dit, avoir une formation plus longue avec des sciences sociales. À l'intérieur de cette année d'école, on l'avait proposé, nous, avec l'association, d'essayer d'organiser des rencontres entre ceux qui seront policiers demain et les jeunes. Malheureusement, ça nous a été refusé parce qu'on venait, pour tout vous dire, on venait avec un petit film de 15 minutes sur le contrôle d'identité. Et l'idée, c'était justement de faire réfléchir les policiers sur ce contrôle d'identité, sur le ressenti des personnes qui vivent les contrôles d'identité. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout enseigné en école de police. Et on avait dit justement, j'avais dit moi au directeur de cette école que l'objectif justement c'était de faire réfléchir les policiers sur les contrôles d'identité, parce que lui il avait décelé, il y avait 4 contrôles d'identité dans le film, et il avait décelé qu'il y en avait un qui était illégal. Je lui ai dit justement l'idée ce serait de faire réfléchir ces policiers sur l'illégalité du contrôle. Sa réponse a été de me dire non mais on peut pas les faire réfléchir. Voilà, c'est un problème. À mon sens, c'est un gros problème, c'est qu'on attend des policiers qui fassent bêtement les choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit. Il y a le code pénal, le code de procédure pénale, et ils doivent effectivement appliquer bêtement les codes. Autre proposition qu'on faisait avec notre association, c'est que en début d'affectation, ces policiers, donc sur leur lieu d'affectation, ils aillent faire 1 ou 2 semaines de stage dans une association d'insertion, réinsertion, une association d'aide aux femmes, peu importe, une association qui leur permette de connaître le milieu dans lequel ils vont évoluer. Et ensuite, de la même manière qu'ils puissent faire un stage dans un milieu judiciaire, ça doit être un tribunal, on s'éloigne, je sais, du sujet, mais ça me semble important toujours de connaître son environnement. Donc ça peut être dans une prison, ça peut être dans un tribunal, ça peut être dans une PJJ, etc. Et puis, je crois aussi fondamentalement à cette notion de police de proximité qu'on a perdue depuis un certain nombre d'années. Et ça, je le vois encore, je reparle toujours de l'exemple de mon petit village, où la première chose que les gens me disent, c'est les policiers, on ne les voit pas. Ils passent en voiture et on ne les voit pas. Et ça, je crois que fondamentalement, ça peut changer les choses aussi. Si on peut avoir une police de proximité qui apprend à connaître son territoire, qui apprend à connaître tout le monde, on parle des jeunes aujourd'hui, mais ça peut être tout le monde sur son territoire, je crois que déjà, on aura quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux. Et puis aussi, c'est important, c'est une proposition qu'on avait faite aussi, c'est qu'on introduise cette notion d'éthique dans le contrôle. Avec cette phrase qui, à mon sens, est importante, c'est pas parce que c'est autorisé que c'est la meilleure chose à faire. Et je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Alors, juste avant de prendre 2-3 questions, et après on va aller déjeuner après les mots de conclusion, juste pour peut-être par rapport à vos questions sur le sens de la PPL et la proposition de loi sur le récépissé, le contrôle d'identité. Je crois que justement l'objectif, c'est de dire qu'en fait on doit initier un cercle vertueux dans l'utilisation du contrôle d'identité, que le but c'est de réduire le nombre de contrôles et que donc il y ait une réflexion justement, est-ce que c'est toujours le bon outil à utiliser, est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on pourrait utiliser dans toutes ces situations-là plutôt que le contrôle d'identité, et que donc le fait d'avoir un récépissé, ça oblige effectivement à ce qu'on s'interroge sur une utilisation différente du contrôle d'identité, qui en est beaucoup moins, et qu'à chaque fois qu'il ait lieu, qu'il soit vraiment pleinement justifié, et que ça puisse aussi pousser globalement la hiérarchie policière à penser d'autres manières aussi d'interagir et de trouver ces espaces de dialogue. Je pense que je prends globalement toutes les propositions que vous avez prises, qui sont effectivement très utiles et très importantes, et justement, si on a des policiers qui passent beaucoup moins de temps à faire du contrôle d'identité et qui, avec dans cet état d'esprit toujours plutôt répressif et plutôt confrontationnel dans le rapport avec la population, peut-être qu'on leur libère beaucoup de temps pour pouvoir accomplir des tâches qui sont beaucoup plus celles d'une police de proximité. Donc c'est, et sachant qu'on va probablement pas beaucoup pouvoir augmenter les effectifs rapidement, malheureusement, dans la situation budgétaire actuelle. Je peux prendre quelques questions. Je vois Yassine Benachour qui veut réagir. Et puis, allez-y déjà, si vous pouvez. Alors, parlez fort ou oui.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis comme ça, on va répondre de manière groupée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a déjà eu beaucoup de questions sur la première partie, donc est-ce que je vous laisse peut-être tous les deux réagir, ou si vous voulez réagir aussi, Sébastien Rochet, est-ce que Christophe Corel a dit, il n'y a aucun problème? Sur les médiateurs, évidemment que ce sont des intermédiaires qui sont d'une grande force, mais ça dit quelque chose en fait. Ça dit qu'effectivement on part d'une relation de défiance dès le départ, malheureusement en fait. Donc on peut que le regretter, mais c'est une solution. Et évidemment, on devrait avoir ça un petit peu partout, des médiateurs qui sont là dans un premier temps pour répondre justement, pour aider ces jeunes à les guider un petit peu, si je puis dire, effectivement, à éviter qu'on en arrive à une situation de contrôle d'identité. Mais malheureusement, effectivement, ça dit quelque chose de cette relation avec les jeunes, c'est que dès le départ, ils partent du principe que la police, c'est le mal. Et c'est ce que j'ai vu, moi, dans ce collège dans lequel j'étais il y a 3 semaines, c'est que ces jeunes-là ceux que j'avais en face, en tout cas, n'avaient pas subi de contrôle, mais pour eux, en tout cas, ils avaient déjà un sentiment négatif sur ce qu'est la police. Donc, voilà, ça dit quelque chose quand même, malheureusement. 2 mots. Oui, sur le coup politique, bon, Slim est désespérément optimiste, hein. Donc bon, non, le coût politique il est gigantesque, hein. Il faut voir la taille de l'administration policière et gendarmique. On parle de 250 000 personnes. Alors, quand on l'a vu pour la police de proximité en 97, donc on a vu les efforts qui ont été déployés pour arriver au bout du mandat de Lionel Jospin à avoir des développements partiels dans un petit nombre de ZSP dans lesquels, et il n'y avait même pas la zone gendarmerie, la gendarmerie n'était pas concernée par cette réforme à l'époque. Donc, et on a vu l'effondrement politique, en fait, bon, et les responsables politiques de gauche ont finalement abandonné l'idée que c'était une bonne idée eux-mêmes. Ils ont dit, on a perdu. Contre toute évidence dans les zones où ça s'était passé. Mais l'expérience, finalement, au bout de 5 ans, c'est tellement peu développé que, bon, voilà. Et en faisant la priorité. Donc, c'est vrai que le ministre n'avait pas compris quelle était la mission qui lui était confiée. Bon, ça c'est vrai que c'est toujours un problème, parce qu'il avait une vision républicaine, c'était ces termes de la police, il fallait qu'elle soit partout pareille, alors que la police de proximité, il fallait qu'elle s'adapte en fait aux réalités locales. Donc on avait un peu, avec Jean-Pierre Chevènement, on avait un peu un problème de casting. Ça peut arriver même au meilleur Premier ministre et Président de la République. Bon, donc le coût politique, il est énorme pour l'administration, parce qu'en fait, on parle de changer les méthodes de travail, les méthodes de redevabilité, le système d'information. C'est considérable. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment une stratégie pluriannuelle, et il faut trouver des formes de compromis entre la gauche et la droite. Et en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu difficile, du fait du fractionnement, de l'organisation du paysage. Parce qu'en fait, ça se fera pas dans le cadre d'un mandat. Ça ne se fera pas dans le cadre d'un mandat. On ne connaît pas d'exemple dans lequel ça se soit fait. Donc, voilà, j'ai vraiment l'impression que le coût politique, il est énorme. Bon, les organisations professionnelles, Christophe Corel en a parlé. Il y en a certaines qui sont très importantes, qui font pas dans la dentelle, voilà, pour dire ça comme ça. Ouais. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas la peine, je crois, d'en rajouter. Et si on veut s'engager dans une réforme comme ça, parce qu'en fait, en réformant la modalité principale d'action de la police, en fait, on veut réformer le système de police. Si on va jusqu'au bout, ça a été dit, le système de formation, le système de commandement, le système de redevabilité. Donc, c'est quand même un tremblement de terre. Et alors, jusqu'à présent, bon, la gauche, elle a un peu des mots fétiches, mais ça, c'est normal dans les batailles politiques, il faut des emblèmes et des standards. C'est police de proximité. Mais alors, police de proximité, je défie quiconque dans cette salle de dire ce que c'est de façon précise en termes organisationnels. En termes de slogan politique, moi je l'ai appelé l'autre police. C'est-à-dire que c'est l'autre police, c'est pas celle qu'on a, c'est une autre. Mais en termes politiques et administratifs, en termes de conduite, d'indicateurs, d'organisation des équipes, de temps de travail, ce chantier de redéfinition de ce que ça pourrait être, à ma connaissance, mais je suis pas le mieux informé, hein, voilà, il est tout à fait important. Donc moi je pense que c'est une bataille qui est gagnable dans le temps, mais avec un plan de bataille et avec des forces suffisantes qui viennent en appui. Voilà, je rejoins Slim à la fin en disant que c'est possible. Alors, merci beaucoup. Alors, je sais pas si je peux répondre à la question de Slim Benachour, parce que, mais en tout cas, si je peux, à travers ce travail
ici au groupe socialiste du Sénat, et ensuite avec Paul qui pourra reprendre aussi ce combat à l'Assemblée nationale, réouvrir ce débat politique pas juste effectivement de la question de la relation de la police-population, mais plus largement de ce que veut dire être une police républicaine qui fonctionne bien, qui dans laquelle chacun a confiance parce que elle répond justement à ce qu'est la République, c'est-à-dire à la fois un ordre et une promesse. Et bien je continuerai bien sûr à mener cette bataille-là, mais je suis pas seule, heureusement, y compris au niveau politique, hein, à vouloir aujourd'hui relever ce combat-là. Je pense qu'effectivement on commence par une toute petite PPL, mais on vient de terminer une convention de sécurité au Parti socialiste aussi pour interroger ces questions de manière beaucoup plus large. Il est évident que il y a toute une doctrine à repenser, des missions à redéfinir et peut-être réapprendre aussi justement à plutôt que d'essayer de comprendre comment on rafistole l'existant, de plutôt essayer de se penser plus globalement quelles sont les missions qu'on veut que la police accomplisse et ensuite repartir dans l'autre sens et comprendre quels sont les moyens humains et de type de mission, de moyens matériels, de formation, etc. Qu'il faut pouvoir mettre en place. Mais c'est un énorme chantier dans lequel on a besoin de toutes et tous et qui doit effectivement se faire avec la police et certainement pas contre les policiers. Donc je vous invite à faire une petite pause déjeuner. Donc on va se diriger vers le restaurant du Sénat pour un cocktail déjeunatoire et pour ceux qui peuvent rester cet après-midi, je vous invite aussi donc à revenir pour la dernière table ronde cet après-midi à 14h. Et ensuite, je sais que certains ont manifesté l'intérêt d'assister au débat, et donc il y a des places prévues dans les tribunes pour ceux qui veulent assister au débat cet après-midi.